Source, Garonne. C'est un rêve qui se jette dans la mer, disait Gabin dans un singe en hiver. Il parlait du Yangtze-Kiang. Pour la Garonne, par contre, ça pourrait bien être un cauchemar. Elle pourrait être bientôt complètement à sec en été. Fin avril, la saison d'hiver touche à sa fin. Mathieu Rimenez est guide de montagne comme son père avant lui. Il n'a plus grand-chose à faire avant l'été. Pour la dernière fois de la saison, il relève le bulletin de neige au profit du Centre d'études spatiales de la biosphère. C'était exceptionnel cette année. C'est exceptionnel par rapport aux dernières 20 années où ça baissait régulièrement. Les crans glaciers pyrénéens diminuent, il en reste d'ailleurs pratiquement plus. On est entré dans une période de diminution de la quantité de neige. Et simplement, cette année, on a 2 années où il a beaucoup neigé. Donc on est toujours en train d'osciller entre différents états. Et ce qui nous intéresse, du point de vue changement climatique, bien sûr, c'est que ce n'est pas ces petites oscillations. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de neige cette année, c'est un fait. Mais en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est la grande évolution sur les grandes tendances qui traduisent vraiment le changement climatique. Et il y a des prévisions scientifiques pour l'horizon 2050 ? Il y a beaucoup de prévisions qui tournent. On va avoir beaucoup moins de neige, donc une baisse de l'ordre de 30% selon certains schémas. Mais globalement, oui, ce qu'on peut dire de certains, c'est que ça devrait baisser significativement. Il tombe pour l'instant à Toulouse dans les alentours de 600 mm par an. 600 mm par an, c'est la même pluie que ce qui tombe à Niamey, au Niger. Alors bien sûr, la répartition des pluies à Toulouse n'est pas la même qu'à Niamey. Il pleut beaucoup plus régulièrement dans l'année, des quantités moins importantes à chaque fois, donc l'eau est mieux absorbée par le sol, etc. Enfin, quand même, globalement, ça veut dire que la quantité d'eau dont on dispose ici n'est pas énorme. Et si on peut arriver à faire toutes ces cultures, c'est grâce au château d'eau qu'on a derrière nous. Si vraiment il y a moins de neige dans les Pyrénées, et si le régime des précipitations évolue vers une diminution, on aura un souci. Début mai, Mathieu range ses raquettes. Chaque année, il projette un voyage à pied jusqu'à l'océan. Et chaque année, il le repousse. Cette fois, il prend la route. Peut-être que les nuages qui s'amoncellent sur sa Garonne l'ont enfin décidé. Il part avec l'intention d'ouvrir un blog à l'arrivée afin de partager ses impressions sur ce long voyage. 585 km à parcourir. 7 mai. Départ depuis la résurgence de la Garonne dans la vallée de l'Artigat. Les traces des inondations de juin 2013 sont encore très présentes. Kilomètre 35, Saint-Béat. Le village sinistré pense encore ses plaies. D'une année sur l'autre, dans la vallée, surtout à la fonte des neiges, on redoute la colère du fleuve comme celle de juin 2013.
réchauffement climatique va avoir des conséquences sur le débit des fleuves. Pour la principale raison, c'est la demande évaporative du sol et de la végétation, surtout au printemps et à l'automne. Et puis aussi l'évolution du manteau neigeux, donc moins de soutien d'étiage naturel, notamment au printemps, mai-juin. On compte à peu près sur moins 20 à moins 40% de débit annuel et une pointe l'été en période d'étiage à autour de moins 50 selon les premières estimations. 2 fois moins de débit, à l'étiage, c'est-à-dire à la période critique lorsque le niveau est le plus bas. Quand même. Et en plus, on est déjà en déficit. Vous voulez pas boire? Eh, vous embêtez. Oh, monsieur les Anglais. English! When I can afford you, I'm sorry. Nein. Ah, these people, Fortenzin, Fig Frolenz, ja. La sécheresse? Il n'en a pas eu. Il peut faire 3 fois encore plus sec, la Garonne ne sera jamais sèche. Jamais. Pas du tout. Elle ne sera jamais tarie. Il y aura toujours de l'eau. Même que l'être humain la pompe, il fait que la pomper. Même que l'État dise il ne faut pas se servir de l'eau. Et moi je ne suis pas d'accord avec lui. En 2002, c'est pas grave. En 2003, il devait être à l'ombre, il est resté à l'ombre, par là, il l'a pas vu. Lui, il parle de l'eau à la pompe, mais il parle de la pompe à bière, il parle pas. Ah, mais... Non, mais t'as vu ce que j'ai mis là? Regarde, t'as vu ce que j'ai mis là? Préserver l'eau de la Garonne et buvez de la bière. Tu l'as vu là? Regarde-le. Prouve que ça dure, la belle aventure, au bord de la Garonne, du côté de Saint-Martor. Et l'autre disait à Rambonne, qui c'est qui chantait ça? Carcassonne, moi, Carcassonne, c'était... Mais à Carcassonne, j'y vais pas, moi. On s'aperçoit que les grands fleuves français sont un peu inégaux par rapport à ce risque de sécheresse. Alors on va prendre l'exemple de la Seine. Les acteurs du bassin Seine-Normandie ont su, en temps utile, créer suffisamment de ressources en eau pour éviter qu'en cas de sécheresse centenale, il y ait plus d'eau à Paris. Donc ils aient toujours 50 mètres cubes par seconde. Et sur la Garonne aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu de grande sécheresse, sauf très récemment, eh ben nous, on a des conflits entre usages et le petit stock d'eau qu'on a pour le soutien d'étiage ne suffit pas, même en cas de sécheresse de 5 ans. Donc vous voyez que sur l'ensemble du territoire national, finalement, l'aménagement du territoire n'a pas été le même. C'est du fait de l'histoire et du fait aussi que jusqu'à la fin des années 80-90, personne ne supposait que le grand massif pyrénéen allait risquer de ne pas alimenter correctement le fleuve Garonne. La Garonne à Toulouse, il faudrait 50 mètres cubes par seconde pour avoir un système qui fonctionne bien. Si on n'agissait pas par des réalimentations lors de l'été et à l'automne, on n'en aurait que 30. Mais on agit et donc on n'arrive pas à avoir 50 mètres cubes par seconde, mais simplement que 40. Donc cet écart entre l'eau que l'on observe en été et à l'automne, qui circule, qui s'écoule en Garonne, et l'objectif réglementaire de débit, c'est ça qui constitue le déséquilibre de ressources en eau. Le déséquilibre est désormais installé depuis plus de 20 ans. Et l'été, les prélèvements pour l'agriculture de l'ordre de 500 millions de mètres cubes n'arrangent pas la situation. Lorsqu'en 2010, avec la nouvelle loi de l'eau, on demanda aux agriculteurs de limiter les prélèvements à 400 millions, des manifestations éclatèrent. Les autorités repoussèrent les restrictions de 2017 à 2021 pour calmer le jeu. Mais qu'en sera-t-il du déficit en 2021 ? Sujet très sensible. On a connu des années de sécheresse importantes
ici sur ce site dans les années 89-90, avec des restrictions d'eau importantes. Et là, on est toujours sur le fil du rasoir. Quand arrive le 15 août, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir continuer? Et c'est là où les réserves d'eau... C'est là où les réserves sont minimum. Et bon, cela dit, ça n'empêche pas quand même qu'il faudra des réserves en eau pour l'alimentation humaine de plus en plus importantes, compte tenu de la situation où elle se trouve, avec une ville de Toulouse qui a un accroissement très important depuis une quinzaine d'années, une centrale de Golfech qu'il faut refroidir, qui manque pratiquement d'eau pour la refroidir correctement. La Garonne doit être considérée avec attention. Et le développement des ressources en eau aussi. Nous avons besoin, pour remplir notre mission de soutien d'étiage, nous avons besoin de réserves d'eau. Et aujourd'hui, nous utilisons des réserves d'eau qui appartiennent à EDF ou à un barrage privé. Mais ces réserves d'eau-là, elles ont une fonction de production hydroélectrique. Et donc, il y a à réfléchir sur d'autres types de réserves. Et les études ont fait prévaloir un projet de réservoir sur Charlas, qui présente des intérêts liés à la topographie, mais également liés au fait qu'on peut l'alimenter dans de bonnes conditions quand on a des surplus au niveau de la Garonne elle-même. Charlas, 1988. À grand renfort de lisier, les agriculteurs du canton manifestent contre le projet du barrage de Charlas. 110 millions de mètres cubes d'eau sur 110 hectares pour soutenir les débits de la Garonne. Présenté alors comme un besoin agricole notamment, Charlas est aujourd'hui un argument d'avenir. Ce barrage qui s'étendrait de Charlas, Sarremezan, Cardeillac, Saint-Lary, Saman, sur à peu près 600 hectares de terre noyée, avec une digue de 60 mètres de haut, et pour une capacité maximale de 110 millions de mètres cubes d'eau. Et tout ça pour l'agriculture et l'irrigation. Voilà, donc ce qui a été toujours officiellement annoncé, c'est que c'était à la fois pour l'irrigation de la Gascogne, donc du Gers, et puis aussi pour remettre de l'eau dans la Garonne en été, quand il manquerait de l'eau pour la ville de Toulouse. Voilà. Depuis le temps, ça devient un peu l'Arlésienne, ce barrage. Oui, ça fait 50 ans maintenant qu'on en parle. 50 ans que les premières études ont été menées. Au début, on était vraiment opposés parce que ça détruisait des terres sur lesquelles on vivait. Et puis après, on s'est quand même posé des questions de fond. À quoi ça servait? Quel argent ça coûtait? Et surtout, on n'était pas d'accord avec cette façon de voir l'aménagement du territoire. On a retourné énormément de prairies pour faire du maïs, donc une spécialisation, une monoculture. Et du coup, un appauvrissement des rivières l'été, parce que par contre, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. En moyenne, 2000 mètres cubes par hectare. Après, le problème qu'on a toujours posé, nous, c'est à l'époque, quand il y a eu le débat public, on parlait de 350 millions d'euros pour construire ce barrage. Et nous, on avait fait un rapide calcul pour 200 millions d'euros. On arrivait à créer autant de réserves d'eau. Mais sauf que c'était des réserves en termes d'économie ou de recréer de la réserve d'eau dans les sols. Et si on se projette en 2050, combien il en faut? En 2050, je crois qu'il faudra à peu près peut-être une dizaine de barrages comme Charlas. Donc vous imaginez, on est sur un montant de l'ordre de 5-6 milliards d'euros. Bon, vu les finances publiques, on ne le fera jamais. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. L'eau, elle tombe partout. Il faut la stocker uniformément dans le sol. On est déjà dans une situation relativement problématique. Ces problèmes s'expriment à 3 niveaux. Premier niveau, c'est, j'ai envie de dire, une crise, il faut parler de crise, mais socio-économique, dans le sens où, effectivement, il y a tout un tas d'usagers qui ont besoin d'eau pour développer leur activité économique. Et il n'y a pas d'ailleurs que l'agriculture irriguée, il y a aussi les loisirs, il y a différentes activités qui ont besoin d'eau pour vivre. Vous avez aussi une crise environnementale, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est là où d'ailleurs la gestion quantitative rejoint les questions de gestion qualitative, c'est-à-dire qu'effectivement, qui dit pénurie, dit risque de pollution plus important, dit éventuellement eutrophisation, dit accroissement des températures, et dit donc conséquences sur les milieux aquatiques, et donc sur les espèces, etc. Et on pourrait dire aussi une crise politique, et les services de l'État ont déjà un certain nombre de difficultés
à assurer une gestion durable de la ressource et à travailler à la réconciliation de ces enjeux environnementaux, économiques, sociaux, etc. Vous êtes encore là? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? J'espère que vous ayez... Alors, pas forme encore. Et là? Allez, vous pouvez y aller. Et voilà, c'est parti. Vous naviguez jusqu'à quand l'été? Oh, l'été, ça baisse au mois d'août. Mois d'août jusqu'à septembre. S'il manque d'eau, on est obligé d'arrêter. Parce qu'il y a une quille au milieu, ça accroche le sol. Et là, on ferme. On va le freiner parce que on va trop vite le prendre. Bon, vous avez marché tout le tour par là, vous avez fait un grand tour? Oui, je viens de loin. De la source. Ah là, ça va être agréable. Oui. Et voilà. Wow. Ah, je vous l'avais dit. Ça fait partie des loupés. Eh bien, merci. La nature, elle se fiche complètement du cours du dollar ou du prix des matières premières agricoles. La nature, elle dit la planète se réchauffe et les ressources s'épuisent. Donc c'est moi qui aurai le dernier mot. Alors on peut toujours dire « Oh, encore un instant, monsieur le bourreau. Allez, encore 2 ou 3 années d'eau dans la Garonne, ça ira. Encore 5, encore 10, encore 15, j'en sais rien moi. » Mais le jour où vraiment les choses sont mûres, là, ça vient avec une brutalité énorme. Et si on ne s'est pas préparé, là, on doit changer à toute vitesse dans la douleur. L'eau sera sec. Non, pas l'eau, la Garonne. L'eau ira ailleurs. Hein. Les zones vertes sont devenues arides en très peu de temps. Les eaux de surface disparaissent. Les nappes phréatiques baissent. Les sols s'épuisent, se désertifient. Voilà. La terre ne perd pas son eau. Le problème, c'est que 96 à 97% de l'eau sur terre est salée. Alors les paysans sont pénibles, ils n'aiment pas l'eau salée. Il y a déjà plus que 3%. Et attendez, c'est pas fini. Dans ces 3% d'eau douce, la majorité n'est pas disponible. La vraie eau dont on parle, c'est-à-dire l'eau douce, accessible, c'est 1% de l'eau de la planète. La baisse des régimes, une réalité. Golfech, inquiétant. Il n'est pas évident de faire concilier des intérêts aussi divergents autour de la Garonne, aussi légitimes soient-ils. Et demain, avec un déficit multiplié par 10, l'augmentation des températures à l'horizon 2050, est-ce qu'on sait que le climat de Valence sera à Barcelone et celui de Saragosse à Toulouse? Préparer ce qu'on sait inéluctable, qui est le réchauffement de la planète et l'épuisement des ressources non renouvelables, c'est la sagesse même. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus risqué que de penser ça va continuer comme avant. Rien ne continue jamais comme avant.
Garonne n'est pas inépuisable. Comment les hommes pourraient-ils ne pas s'entendre pour l'utiliser avec raison ? Avec moins de ressources disponibles, comment on peut répondre à l'ensemble des usages, sachant qu'on attend sur le territoire au bas mot 1 million d'habitants en plus, que les agriculteurs, l'une des voies d'adaptation au changement climatique, c'est d'essayer de sécuriser leur production grâce à l'irrigation. Donc plus de demandes et moins de ressources. Si on laisse faire la nature, il faudrait quand même 75 millions de mètres cubes pour essayer de satisfaire les usages et accepter une Garonne très, très basse à l'étiage l'été. Et puis à l'inverse, on voudrait une Garonne avec un débit un peu de ce type en été. Et dans ces cas-là, c'est compris entre 600 millions et 1 milliard de mètres cubes qu'il faudrait trouver pour satisfaire les besoins des habitants. Le choix est simple. Une Garonne à sec l'été, un fleuve mort, ou bien il faut trouver 1 milliard de mètres cubes. Dans ce cas, comment fait-on ? Pas une solution unique, mais une multitude de solutions qu'il va falloir mobiliser. Et en premier lieu, les économies pour tout le monde. D'abord l'usager domestique, l'habitant de la ville, mais aussi l'agriculture. Les agriculteurs n'auraient pas plus d'eau pour l'irrigation en 2050 par rapport à aujourd'hui, alors que les demandes normalement des cultures devraient augmenter du fait du réchauffement. Il faudra faire au moins 35 000 hectares d'irrigation en moins. Et puis après, mobiliser de la ressource, alors soit de la ressource existante, c'est essayer d'utiliser de l'eau des ouvrages hydroélectriques l'été, et puis créer du stockage, stocker l'eau l'hiver pour la rendre disponible l'été à cette échéance 2050. La population, l'agriculture, l'industrie consomment à peu près autant d'eau sur une année. Sur l'eau potable, on ne pourra pas faire d'économie avec l'accroissement de la démographie. 7 millions d'habitants dans le Grand Sud-Ouest à l'horizon 2050. De toute manière, c'est surtout dans l'agriculture que ça va se jouer. La sécheresse intervient en été et c'est à cette période que 2 tiers de la ressource prélevée sert à l'irrigation. Agriculture, 240 000 emplois, des ressources importantes pour le Sud-Ouest, un des grands greniers à maïs et blé dur du pays. Alors, vous faites du maïs, pourquoi ? Eh bien, on fait du maïs et de la betterave rouge, parce que je me suis installé depuis les années 92. Je me suis pas mal développé en surface foncière. Et donc, pour avoir du revenu, assez de revenus, en fin de compte, pour couvrir mes charges et pour pouvoir en vivre, la culture de maïs a été la meilleure culture au niveau résultat pour pouvoir rembourser, pour pouvoir payer mes dettes que je peux avoir. Pour l'eau, vous avez la Garonne à côté, là ? Et c'est pour ça qu'on fait du maïs aussi, parce qu'on a la chance d'avoir la Garonne à côté et qu'on n'a pas trop de soucis au niveau d'irrigation. Et donc, voilà. Et ça, vous n'avez pas de problème après en fin de saison ? Fin de saison, actuellement, dans cette zone, on a cette chance qu'on n'a pas trop de soucis, trop de restrictions. On en a quelques-unes, mais c'est pour cette raison que je sème assez tôt aussi, c'est-à-dire fin mars au 10 avril, en principe, j'ai fini les semis de maïs, pour qu'après, au niveau de son cycle, vers le 15 août, que j'ai plus besoin d'arroser le maïs, en fin de compte. Et vous pensez pour l'avenir, voyons loin, mais vers les années 2050, on pourrait continuer comme ça ? Je sais pas. Si les politiques font le nécessaire pour gérer l'eau, oui. Mais si actuellement, comme il n'y a rien qui est fait, si ça continue comme ça, c'est sûr qu'un jour, il y aura un problème. Hein. En sachant que la population augmente, les industries ont besoin d'eau, les agriculteurs ont besoin d'eau, les particuliers ont besoin d'eau. Donc si on ne fait rien,
sachant que toute l'eau qui passe tout l'hiver à cette Garonne et que ça ne sert à personne, à part pour les océans, donc voilà. Bien sûr, chaque année, il coule au moins 30 milliards de mètres cubes dans la Garonne. Et pour couvrir les usages, il en faudrait 1 milliard. Ce qui, somme toute, paraît bien peu. Mais 1 milliard de mètres cubes, c'est quand même l'équivalent des réserves de tous les barrages hydrauliques pyrénéens et au bas mot, 10 Charlas. Et depuis 40 ans, on n'arrive pas à en faire un seul. Charlas ne se fait pas pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une adhésion politique pour la réalisation de ce réservoir. Les études qui sont menées, en particulier par l'Agence de l'eau avec Garonne 2050, qui montrent qu'on se retrouvera dans une situation d'étiage difficile dès le printemps. Et donc, il va falloir que l'on ait cette eau. Donc, ces éléments-là vont forcément impacter tout le monde. Quand on va avoir des difficultés pour simplement alimenter en eau potable la ville de Toulouse, sans doute que les mentalités vont changer. Est-ce qu'il y a des solutions de substitution? Aujourd'hui, moi, j'en connais pas. D'accord, pour un Charlas, surtout pour l'eau potable. Toulouse n'est alimentée que par la Garonne. Mais tu as raison, Mathieu, c'est pas un qu'il faut, c'est l'équivalent de 10. Bonjour monsieur, je suis sur vos terres là? Ah oui, vous y allez tout droit, oui. Bah, je peux traverser? Oui, bon. Bonjour. On est pas sauvage, bonjour, pardon. Dites-moi là, c'est pour l'irrigation votre... Oui, je suis en train de vérifier pour la mise en route donc, de la station, puisque vu le temps actuel, il va falloir s'y préparer. Donc, parce qu'ici, bon, on ne fait rien, on a des terres légères, des terres de boulbène, et disons que sans irrigation, on n'a pas de rendement. Donc, un agriculteur aujourd'hui ne peut pas s'en sortir. Mais vous êtes un peu plus loin de la Garonne là que d'autres? Alors nous sommes à 5 km à vol d'oiseau, au riz de la Garonne. Et nous avons donc des retenues collinaires. Pour moi, ces petits lacs, dans un environnement qui s'y prête, je veux dire enclavés, sont toujours pour moi plus intéressants qu'une grande étendue d'eau. Parce que bon, les agriculteurs peuvent rester indépendants. Donc à travers on n'a pas besoin d'installer des conduites qui viennent de partout. Et quand on peut le faire, je trouve que c'est une solution plus intéressante. Chacun fait sa mare. Voilà. Enfin, évidemment, dans une vision administrée, qu'est-ce que c'est que ce désordre? Chacun fait sa mare. Vous allez me faire un gros barrage et je m'occupe de tout. Mais non, c'est bien plus écolo de faire 20 000 mares que de faire 2 gros barrages. Là, ça réouvre la question de l'allocation de la ressource. C'est-à-dire là, c'est une appropriation privée pour un usage particulier d'une ressource qui est a priori collective quand elle tombe sous forme de pluie. Donc voilà, là aussi, c'est des questions d'arbitrage. Est-ce qu'on laissera cette autorisation ou pas en fonction des volumes? Aujourd'hui, on a de la réglementation sur de l'autorisation ou pas de construire ces réserves un peu individuelles de type lac collinaire. Qu'est-ce que ce sera la réglementation en 2050? Ça, c'est encore autre chose, oui. Alors là, c'est la Garonne. C'est ça, la Garonne arrive derrière moi là. Comme ça. C'est ça. Et elle file tout droit là, jusqu'au pont là-bas. Et c'est le Tarn, là, c'est ça, c'est le Tarn. Derrière la petite pointe qu'on voit là, c'est le Tarn qui arrive, qui se jette dans la Garonne. Les deux, ça fait aussi large que ça? C'est pas l'eau, c'est l'eau des deux, mais c'est aussi large parce c'est une réserve d'eau pour le barrage de Golfech, la centrale nucléaire. Voilà, il y a un barrage, c'est à 2-3 km plus bas, le barrage de Malos, et ça c'est la retenue d'eau du barrage pour que la centrale soit toujours alimentée en eau. Ah, là c'est la nature et là-bas l'industrie. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais.
les réserves que l'on a aujourd'hui sont des réserves qui ont une autre destination. Là, on est dans un vrai conflit d'usage. Voilà, donc, il faudra qu'on sorte ça. Ou alors, quand il va y avoir peut-être le renouvellement des concessions sur les barrages, à ce moment-là, on peut affecter et dire que ces barrages sont là pour non plus pour faire la production hydroélectrique, mais ils sont là pour faire du soutien d'étage. Bon, ça, c'est l'État qui devra prendre à ce moment-là ces décisions. Mais, encore une fois, on aura besoin de réserves d'eau. Mais lesquelles ? Certainement pas ces réserves hydroélectriques. Est-ce que l'État pourra les abandonner alors qu'on aura de plus en plus besoin d'énergie renouvelable ? Il existe des études qui sont en cours à l'heure actuelle pour voir s'il y a des sites potentiels pour la constitution de réserves. Il faut sans doute les imaginer en amont des rivières. Donc il faut quand même savoir que certains des bons sites ont déjà été pris, notamment par les réserves hydroélectriques. Donc plus on sera exigeant en termes de quantité de réserves, plus les sites vont être difficiles à trouver. Donc, difficulté d'utiliser les barrages hydroélectriques et de trouver de nouveaux sites pour des réserves spécifiques. D'autres solutions ? En 2050, en plus de la problématique du changement climatique, il y aura aussi la problématique de la production d'énergie, en fait, avec la raréfaction des énergies fossiles. Et donc l'idée, c'est de continuer à produire autant d'hydroélectricité, mais en ayant un usage de l'eau 2 fois, pour du soutien d'étiage l'été, et pour l'hydroélectricité l'hiver. Donc du coup, de réutiliser l'eau en la faisant remonter, c'est possible, c'est très coûteux, et puis ça veut dire qu'a priori, on conserve un parc nucléaire d'ici à 2050 aussi, parce que l'énergie de base pas chère, la nuit notamment, c'est pour l'instant l'énergie nucléaire. Là, c'est un peu compliqué. Lors de la sécheresse 2003, dans la majorité des centrales dont Golfech, la production d'électricité fut suspendue. Cause, pas assez d'eau et une eau trop chaude, celle qui sert au refroidissement. Probablement les conditions de 2050. Donc, ne compter que sur la création de ressources me paraît bien aléatoire. Ça, c'est bien. Coucou, 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 coucou. D'un côté, on veut économiser. D'un autre, on demande toujours plus d'eau, plus de barrages, plus de retenue, donc plus d'énergie pour fabriquer tout ça, plus de CO2 et plus de réchauffement. Résultat, plus d'évaporation, plus il fait chaud, plus la plante a de besoin. Alors plus de barrages, plus, jusqu'où? On ne serait pas un peu schizophrène par hasard? Ah non, ça c'est un gros mot. On va dire contradictoire, voilà. Ça nous va. Contradictoire. On a du mal effectivement à changer nos habitudes. C'est un peu le problème de nos sociétés humaines industrielles. Elles ont du mal à changer leurs habitudes, à faire des économies. C'est un petit peu l'épisode des barrages espagnols. Ah oui, on peut appliquer ça à la Garonne. Oui, totalement. En 2008, par exemple, tu vois, avec les barrages espagnols qui étaient vides, et puis finalement, on a été sauvés, les Espagnols ont été sauvés par la pluie. On s'aperçoit qu'on a beau avoir des ouvrages, des barrages, mais si on n'a pas d'eau avec la pluie, la neige pour les remplir, à quoi ça sert? Voilà, donc ça nous prouve vraiment la nécessité de faire des économies, de changer notre vision, notre rapport à la nature, d'être un peu plus gestionnaire, un peu plus sage. Voilà, peut-être que la sagesse, c'est l'énergie de demain. Vous pouvez définir les problèmes comme un problème d'insuffisance de l'offre. Et c'est entériner l'idée que d'une certaine manière, on va pouvoir, en créant des barrages, résoudre le problème. Politique de l'offre. Il y a pas, on définit le problème comme un problème d'insuffisance de l'eau, et donc il n'y a qu'à rajouter de l'eau, et donc on n'a qu'à construire des barrages. Et là, puis nous allons financer ça naturellement, etc. Bon, il y a des acteurs qui sont très hostiles à cette manière de penser les choses, qui disent le problème c'est pas un problème d'offre, c'est qu'il y a trop de demandes, et vont s'intéresser aux gens
qui prélèvent, qui consomment, surtout pendant la période d'étiage évidemment, et on pense naturellement aux irrigants, et vont effectivement dire la solution c'est pas de créer des barrages, mais c'est de limiter les prélèvements. Dans 1 kilo de céréales, il y a 1 tonne d'eau. C'est la tonne d'eau qu'a transpiré la plante. 1 kilo de blé, 1 tonne d'eau. Le maïs, 1 kilo de maïs, 1 tonne d'eau, à peu près. Bon, le problème, c'est que le blé est habile. Le blé, il est de notre région. Il boit quand il pleut. Mars-avril, pas vu, pas pris. Mais quand on y réfléchit, le maïs, c'est une plante tropicale. Il a besoin d'eau, et surtout vers la fin. Alors, il y a des plantes de tropique humide, et puis il y a les plantes de tropique aride. Alors, par exemple, le sorgho. Le sorgho, à l'inverse, c'est une plante de tropique aride. Donc, quelque part, elle est plus... elle consomme moins, parce qu'elle a dû s'entraîner quelque part et se former dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, une des idées, c'est, faut-il continuer à ne faire qu'une seule chose du maïs? Deuxièmement, quel type d'irrigation? Quand j'étais jeune, dans le sud-ouest, on inonde le champ. C'est dramatique, ça. Bon, alors ensuite, on a inventé le tourniquet. C'est quand même mieux. Alors ensuite, on dit, non, le tourniquet la nuit. Bon, mais même pour le maïs, à terme, goutte à goutte. Mais c'est pas tout. On est à la fin du labour. Parce que le labour, quand on y réfléchit, ça consiste à dire, je mets énormément d'essence dans un tracteur pour aller chercher les cailloux, au fond, pour les mettre au-dessus. En fait, le labour, ça détruit toute la vie de la terre. Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est chez vous? Eh oui. Il y a une question là, ces arbres, c'est des plantations, c'est quoi? C'est de l'agroforesterie, c'est de la plantation, oui. On a planté il y a 2 ans. Et ma question, ça sert à quoi? Et ça sert à donner de l'activité au sol et à régénérer les sols pour avoir des sols vivants. Des sols vivants? Oui. Il est mort le sol ou? Et non, mais on cherche à le rendre de plus en plus vivant, à augmenter le taux de matière organique pour qu'il y ait davantage d'êtres vivants sur cette parcelle. Et on veut chercher à avoir un sol toujours couvert et jamais travaillé. Donc pour ça, on sème tout le temps quelque chose après une récolte. On copie le système de la forêt. Donc la forêt, elle est tout le temps verte et ça produit tout le temps. En plein été, vous allez dans les forêts, il fait frais à l'intérieur. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de reproduire. On a plein de champignons, de sortes de champignons qui vont communiquer avec les racines des cultures et qui vont pouvoir piéger l'eau dans le sol, qui est emmagasinée dans le sol. Avec cette pratique, donc il y aurait besoin de moins de grandes retenues d'eau, c'est plus autonome, quoi. Ah ben on cherche l'autonomie, donc les lacs que l'on a aujourd'hui nous servent très peu, mais l'objectif c'est de stocker l'eau dans les parcelles agricoles, directement au pied des cultures. Alors vous pratiquez plus le labour? Et non, on ne laboure plus depuis une bonne quinzaine d'années. Sur notre coopérative, 90% de ces agriculteurs-là ne labourent plus pour pouvoir mettre en place les cultures. Cette agroforesterie, c'est évidemment l'avenir. C'est pas une agriculture ringarde, hein, c'est une agriculture hyper moderne. C'est-à-dire, on peut intensifier ces processus écologiques comme avant on intensifiait les processus chimiques. Et ça permet quand même de se faire à manger avec moins de ressources et en particulier moins d'eau. Parce qu'on va utiliser l'eau vraiment utile. Les bons assolements, le sorgho, les bonnes cultures. Et puis, techniques agricoles, semi-direct, agroforesterie, économie, amélioration de l'irrigation, goutte à goutte, arrosage de nuit et techniques satellitaires, encore plus d'économie. Ben oui, par exemple au Maroc.
un groupe de recherche a montré qu'il est possible d'économiser 20% de l'eau d'irrigation en utilisant les images satellitaires. Ce qui est applicable au Maroc devrait l'être aussi dans le Grand Sud-Ouest. 20%, c'est énorme. Pourquoi on fait des maïs à gogo? Le maïs, je vous rappelle, ça ne sert pas du tout à faire des cornflakes ni du popcorn. Le maïs, ça sert à faire du cochon, du poulet, du lapin, du canard et du veau. Bon. Si on nourrit un bœuf avec du maïs irrigué, il faut 12 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande. Un Français moyen, dans sa vie, se siffle à lui tout seul 7 bœufs, plus 33 cochons, plus 1400 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. La gastronomie française. Il faudrait réduire la consommation de viande et absorber des protéines végétales. Et puis, plutôt que d'incriminer toujours les agriculteurs, il faudrait que les consommateurs en soient convaincus. Moi, le premier. Pas si simple. Plus de céréales, plus de légumineuses. Vous savez, quand même dans le sud-ouest, le cassoulet, c'est quand même pas mal. Le faillot, je veux dire, la lentille, la protéine végétale, c'est pas mal. Hein, plus de fruits, plus de légumes, de saison. Hein. Voilà, et plus de diversité. Et ça, c'est vrai que c'est une énorme réorganisation de l'agriculture. Donc on le voit par le tout petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'on va continuer à donner de l'eau de la fonte des derniers glaciers des Pyrénées pour faire du maïs ? Voilà la connerie de quelques individus intelligents qui ont lâché ça dans la rivière. Ça nous mange même nos lamproies. Alors tout le monde dit que ça mange pas les poissons migrateurs, mais voilà la preuve. Voilà une lamproie encore une fois qui est mangée. Et c'est quotidien à chaque fois qu'on lève les lamproies, quelques petits cendres qui sont à l'intérieur qui sont régurgités, des mulets, tous nos poissons blancs. Vous voyez, bon, c'est un poisson qui bouge pas pour le moment, mais qui est très très vif. Il a l'air sournois comme ça, mais qui est très violent. Donc, on voit ce qu'ils font à la surface. Donc, je me doute bien qu'à en profondeur, ça doit être terrible, comme pour les poissons qui sont encore dans nos rivières. C'est le plus gros prédateur, et c'est le poisson qui n'a pas de prédateur aujourd'hui, à part l'homme. Combien ceux-là à peu près c'est des poissons qui font 2 mètres 20, 2 mètres 30 celui-là. C'est pas loin de 60 kg. C'est la mort du fleuve. Ça. Le problème, c'est que c'est un poisson qui colonise les espaces, quels qu'ils soient. Là, ils sont sur la limite de l'eau salée maintenant, sur le bas, donc à côté de l'estuaire. Dès que la rivière va baisser en quantité, les poissons vont automatiquement sédentaires, vont automatiquement moins se planquer. Et avec des individus comme ça, on va se faire bouffer en quantité. Les gens qui arrivent après, ils vont trouver quoi? Je pense qu'ils vont trouver du silure. Et quand il n'y aura plus de silure, il va disparaître le silure, d'une manière ou d'une autre. S'il n'a plus rien à manger, ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux, ils vont disparaître progressivement. Et après, ça sera la fin de tout. Allez, bientôt Langoiran, les chantiers ramassés. Kilomètre 430. Encore un effort. Et regardez d'abord la beauté. C'était un land de pêche où on pêchait la lauze. Ici, il n'y a pratiquement plus de pêche au filet.
depuis le moratoire à l'ose qui nous a été imposé. Et c'est dû au réchauffement Non, c'est dû à tout un tas d'autres choses, parce qu'il y a tout de même toutes les pollutions qui sont importantes. Les pollutions, on a eu cette espèce de dragage qui fait que nous sommes maintenant dans une zone qui est envasée. Ici, c'était du gravier. Nous avons pratiquement au milieu, je suppose qu'il y a à peu près 15 mètres de vase. L'extraction des granulats, c'est ce qui aurait provoqué... provoqué... un gros morceau ici. Ce bouchon vaseux dont on parle. Le bouchon vaseux, c'est les matières en suspension qui sont en permanence, en mouvement, dans la partie soumise au rythme des marées. Alors, quand vous n'avez pas assez d'eau douce qui arrive de notre Garonne, pour bloquer cette montée puissante de l'océan, qui est de plus en plus puissante, puisque la mer augmente en niveau, en hauteur. Oui. Donc vous avez une force énorme. Regardez la vitesse du courant. C'est tout l'océan Atlantique qui pousse là les eaux douces. Quand nous arrivons à l'étiage en plein été, avec l'augmentation de la température, parce qu'on a 25-26 degrés quand même, qui est énorme, donc beaucoup moins d'oxygène, on reste 3 à 4 heures de marée montante, enfin la marée montante oui. Ou la marée descendante à certains moments, on reste à 3 à 4 heures sans oxygène, avec une quantité d'oxygène insuffisante à la vie aquatique. Donc les poissons s'ils sont là, ils crèvent. Tout est lié en fait. C'est pour ça que si vous voulez, dans cette société, ce qui me gêne beaucoup, c'est que personne ne fait du transversal. Chacun fait son étude. On perd le sens de l'unité de la vie. Moi, je suis très inquiète. Parce que je pense que l'erreur fondamentale, c'est de ne pas avoir associé le raisonnement industriel et commercial qui va avec la protection de la vie réelle et de la connerie. Et de défendre la santé et la vie du vivant. On en reparle, mais nous sommes encore que des marginaux. Kilomètre 470. Bordeaux, 3 juin. Mathieu approche de l'embouchure. Autant de questions qu'au départ, mais pas les mêmes. Serons-nous capables de garder ce fleuve en bonne santé ? C'est un peu les efforts de chacun, c'est-à-dire des efforts des citoyens par rapport aux économies qu'on peut faire, les efforts des activités économiques et notamment l'agriculture irriguée et la production énergétique, et puis des décisions et des arbitrages politiques. C'est un peu un compromis entre tout ça qu'il faut trouver à l'échéance 2050. Il n'y aura pas une seule solution pour résoudre le problème de la raréfaction de la ressource à cette échéance. Quand même. À supposer qu'on ne prélève plus d'eau pour l'irrigation dans la Garonne. L'économie sera de 400 millions de mètres cubes. Il manquera toujours de l'eau. Le débit atteindra la cote d'alerte, mettant en péril la vie aquatique, mais surtout la sécurisation de l'eau potable, notamment pour la ville de Toulouse. Au-dessous de 20 mètres cubes par seconde, que se passe-t-il ? Alors, si les économies priment, ne faut-il pas quand même chercher de nouvelles ressources ? On dit par exemple qu'il existe des nappes souterraines dans les Pyrénées. Mais est-ce bien réaliste ? En tout cas, le sujet mérite d'être inscrit à l'encre rouge sur l'agenda des politiques. On va devoir tous réfléchir. Il va falloir soutenir les étiages dès la partie printemps, ou alors accepter de traverser la Garonne à pied pendant 2 mois. Parce que moi, je ne pense pas que ça soit socialement acceptable. « 12 juin, enfin. Mathieu arrive à Talmont-sur-Gironde, dans le carlet de son grand-père maternel. Et si la Garonne était aussi une métaphore du monde, entre 2 rives, entre ceux qui considèrent que la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences est une entrave économique, et ceux qui, au contraire, estiment qu'elle est le socle d'un nouveau départ et d'un équilibre retrouvé. Vaste débat.
est-ce qu'on peut vivre ensemble dans cette vallée de la Garonne dans 20 ou 30 ans? Et est-ce que toutes les parties prenantes, finalement, sont capables d'oublier ce qu'ils font aujourd'hui pour se rappeler qu'ils sont père et grand-père? Si on veut que nos petits-enfants vivent sur cette terre, il faut arriver à pouvoir en vivre avec les conditions climatiques, écologiques et de ressources naturelles qu'il y aura sur cette terre. Alors, c'est beaucoup plus simple pour nous que pour les Égyptiens ou les Bengalis ou les Malgaches. Donc, allez, on va y arriver, forcément. Moi, mon océan, c'est une Garonne qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Méditerranée, c'est une Garonne, née comme 3 pommes dans les Pyrénées. Un berceau de roc pour un filet d'eau. 3 syllabes d'oc et vogue le flot. C'est une Garonne. Ma vague émeraude, c'est une Garonne. Quand elle se fait chaude au bras du Pont-Neuf.